De la troisième intervention qui donc va nous être faite par Stéphanie Lopez. Donc Stéphanie est data scientist et chef de projet de Longscreen AI, partenariat donc d'Université Côte d'Azur, CHU de Nice et d'une start-up française, portant sur l'aide au diagnostic du cancer du poumon, basée sur des techniques d'intelligence artificielle. Elle a reçu de nombreux soutiens comme ceux d'AstraZeneca et du Cancéropole. Elle est particulièrement engagée, et ça je tenais à le préciser, sur le partage des connaissances en s'investissant notamment dans la réalisation d'un podcast français et francophone de vulgarisation d'applications d'intelligence artificielle pour rendre l'intelligence artificielle compréhensible de tous. Stéphanie, elle est à distance, j'espère qu'elle est connectée. Elle va nous parler d'intelligence artificielle et de diagnostic du cancer du poumon. Il s'agit du projet Longscreen IA. Stéphanie, on te passe la parole. Merci pour cette introduction. Je tiens à profiter pour remercier le département des Alpes-Maritimes, l'Institut Europia, la maison de l'IA où j'ai eu quand même l'occasion de travailler pendant quelques mois. C'était très agréable. Et puis tous les organisateurs de cette belle initiative de me permettre donc de parler de l'IA dans le diagnostic du cancer du poumon et en particulier du projet Longscreen AI. Donc comme vous l'avez dit, c'est un projet de l'Université Côte d'Azur et en particulier grâce au programme d'initiative d'excellence UCA JEDI. Ce projet a pu commencer en 2018 et c'est un partenariat avec le CHU de Nice et une start-up française. Je suis Stéphanie Lopez, je suis docteur en informatique, mais je ne suis pas médecin. Donc, je vais profiter de cette intervention pour bien mettre en avant l'intérêt pour les data scientists de travailler avec des médecins pour proposer des solutions d'intelligence artificielle qui répondent à des besoins concrets et surtout pour en garantir la fiabilité. Alors, je vais commencer déjà par expliquer l'enjeu du dépistage du cancer du poumon. Puis ensuite, je détaillerai quels sont les principes qui se cachent derrière l'intelligence artificielle pour la rendre fonctionnelle. Et je terminerai par expliquer les enjeux de l'intégration de l'IA dans la pratique clinique. Alors, tout d'abord, le cancer du poumon, c'est la première cause de mortalité par cancer, en France aussi, en particulier, avec un taux de survie à 5 ans de moins de 20%. Et ça, c'est malheureusement dû à un dépistage qui a lieu à une phase symptomatique et donc un stade tardif. Dépisté à un stade précoce, le taux de survie peut atteindre 80%. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait faire des dépistages réguliers, un peu comme le cancer du sein, et ne pas attendre d'être en mauvaise santé pour aller se faire dépister. Récemment, si vous avez suivi l'actualité, il y a Florent Pagny qui a annoncé qu'il était atteint du cancer du poumon et que justement, c'était à l'occasion qu'on l'a un peu incité à faire ce dépistage et c'était pas forcément de lui-même. Donc voilà, c'est un peu un appel à inciter les gens à aller se faire dépister quand c'est encore possible. Et en parallèle, il y a une étude européenne qui a montré récemment qu'un dépistage systématique, ça permet de réduire de 25% la mortalité. Alors pourquoi aujourd'hui ce n'est pas encore un dépistage systématique? C'est parce que ça pose quand même un défi organisationnel. En France, il y a à peu près 2 millions de personnes qui sont éligibles au dépistage, ce qui représente au moins autant de scanners à réaliser par an. Or, il y a aussi une tension dans les effectifs des radiologues, au moins dans les hôpitaux publics, qui va surtout s'accentuer dans les 5 prochaines années. Et puis, évidemment, pour éviter de rater les cancers, il y a un principe de précaution qui va amener à un fort taux de faux positifs, c'est-à-dire à rappeler des patients qui finalement n'ont pas le cancer, produire plus de stress pour eux, un stress inutile, avec potentiellement des risques de complications médicales. Et donc, tout cela contribuerait aussi à une surcharge des autres cliniciens qui sont impliqués dans le dépistage, c'est-à-dire les oncologues, les pneumologues, les chirurgiens thoraciques. Donc, je vais vous proposer de vous mettre un instant à la place d'un radiologue qui regarde un scanner. Alors, qu'est-ce qu'un scanner? C'est un empilement d'images 2D qui correspondent à des tranches du poumon de haut en bas. Et un scanner contient jusqu'à 400 coupes, ce qui représente bien sûr plusieurs millions de pixels à analyser. Alors, vous pouvez voir sur la droite ce que nous présente un logiciel de visualisation que les radiologues utilisent. Et dans ces scanners, on va chercher à trouver des nodules. Et donc, je vous ai mis là la définition proposée par l'Institut national du cancer, l'INCa. C'est une formation anormale, généralement arrondie, de petite taille, cancéreuse ou non, dans un organe ou à sa surface.
Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'efficacité du dépistage repose essentiellement sur la capacité non seulement à trouver, mais aussi à caractériser la malignité de petits amas de pixels, les nodules, dans des images qui contiennent plusieurs millions de pixels. Donc là, je vous ai mis un peu un ratio en ne prenant que la coupe parmi 400 d'un scanner qui contient le nodule et à droite, donc, son zoom. Et donc, cette tâche, bien sûr, est longue et complexe, et même pour un œil expérimenté de radiologue qui doivent en plus prendre souvent en considération les scanners historiques d'un même patient. Et pour mieux capter la complexité donc, de cette tâche, je vous propose un instant de regarder ces deux images et de réfléchir à laquelle contient un nodule selon vous. Celle qui contient le rond ou celle qui contient le carré. Eh bien, c'est l'image de droite. Et pour ça, pour se faire une idée, il faut arriver à placer dans le contexte. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis une animation autour des coupes, autour de ces nodules, enfin, autour de ces lésions. À gauche, on voit que dans le rond, l'élément est en train de bouger, alors qu'à droite, il est quand même assez stable. Et c'est ce qui permet, a priori, de distinguer ce qui est un nodule ou pas, en tout cas, de manière sommaire. Après, si on va un peu plus loin sur comment détecter si c'est un nodule malin ou bénin, je vous propose de faire le même exercice, de comparer ces deux images qui a priori se ressemblent. Et je tiens à vous préciser que le caractère malin ou bénin d'un nodule ne peut être validé que par prélèvement de tissu, comme par exemple par une biopsie. Et ce sont des actes médicaux qui peuvent provoquer des complications médicales, puisque ce sont des ponctions dans des poumons qui sont en général abîmés de fumeurs. Donc voilà, j'espère que vous vous êtes fait un avis sur lequel des deux nodules est malin. Et en fait, c'est un peu difficile de pouvoir prendre sa décision sur un seul scanner. L'intérêt, c'est d'utiliser des scanners antérieurs, de voir l'évolution du nodule. Donc là, on voit une évolution sur 3 ans, T0, T1, T2. Et on voit que le nodule qui est en haut n'existait pas la première année. Il y avait un petit quelque chose qui apparaissait la deuxième année. Et finalement, sa taille a énormément évolué. Donc, c'est un des critères qui permet de distinguer un nodule malin d'un nodule bénin. Mais bien sûr, l'idée, c'est pas d'attendre que le nodule ait pris des proportions énormes et soit effectivement malin, mais à un stade avancé. L'idée, c'est de pouvoir détecter des signes plus précoces, les scanners précédents, quand le nodule est bien sûr visible. Donc, pour résumer, pour être une aide efficace pour le radiologue, l'IA doit être capable d'identifier ce qu'est un nodule, et ce, indépendamment de sa forme et de sa taille, mais aussi caractériser la malignité sans attendre que le nodule soit que ce soit à un stade avancé. Alors, maintenant qu'on a vu l'intérêt d'introduire l'IA pour aider les radiologues, comment faire pour qu'une IA soit fonctionnelle? Et donc, on va voir techniquement comment apprendre à une IA à avoir des résultats au moins comparables aux humains. Mais encore une fois, il faut garder en tête la responsabilité humaine. C'est le médecin qui doit garantir la préconisation de suivi pour un patient donné en fonction de son état. Alors, je vais vous faire un petit topo général sur l'IA en dehors de la santé, comment ça se passe. On a d'abord des données variées, un peu comme des logos de toutes les couleurs, de toutes les formes, et il faut les classer en fonction d'une certaine pertinence. Nous, ici, ce qui nous intéresse, c'est les Lego qui appartiennent à un projet de Lego créateur et non pas les Lego de Lego City. On n'a pas besoin d'un hélicoptère, on ne veut pas ce genre de pièces. Donc, on va d'abord préalablement prendre à la main les éléments qui nous intéressent, mettre de côté ce qui ne nous intéresse pas. Et le but, c'est d'associer chaque élément qui nous intéresse avec un label intéressant et l'autre catégorie, un label ne nous intéresse pas, pour que la machine apprenne à associer les éléments qui caractérisent visuellement ces pièces de Lego qui nous intéressent par rapport à celles qui ne nous intéressent pas, pour qu'ensuite, sur de nouvelles pièces qu'on ne lui a pas encore montrées, elle puisse dire par défaut, ça nous intéresse et ça ne nous intéresse pas. Et puis, si on essaye de se représenter comme un peu dans la science-fiction, ce que c'est l'IA, on arrive à se représenter un petit robot qui, à la fin, non seulement est capable de faire ce qu'on lui a demandé, mais après, il construit des prototypes assez gigantesques et magnifiques. Mais revenons à un contexte un peu plus concret. Donc, l'IA en santé, c'est plus complexe que ça. Parce que déjà, les données ne sont pas aussi accessibles que les autres types d'images, parce qu'il faut bien sûr avoir des accords réglementaires pour garantir le respect des données personnelles de santé. Donc, pendant
quelques mois, on va rêver à tout ce qu'on peut faire avec ce précieux trésor, les fameuses données de l'hôpital. Puis, on va s'apercevoir qu'il va falloir aussi les structurer et les nettoyer pour les adapter à un format particulier pour que les algorithmes puissent les traiter. Parce qu'un algorithme, ce n'est pas un cerveau humain, il lui faut y mâcher le travail. Donc, dans notre cas, nous allons identifier nos nodules qui sont décrits dans les rapports de radiologues et associer un statut, malin ou bénin. Puis, le principe, c'est d'apprendre à l'algorithme une fonction qui, à partir d'une image de nodule, est capable de rendre une probabilité que ce nodule soit un cancer. Et ensuite, nous appliquons cette fonction au nodule d'un autre ensemble, parce que le but, c'est de tester la robustesse de prédiction sur un autre ensemble. Voilà. À la fin, le but, c'est d'avoir nos prédictions aussi proches que possible de la vérité terrain. Donc, c'est-à-dire s'il y a eu des biopsies, est-ce que le nodule est vraiment malin ou pas? S'il n'y a pas de biopsie, on part du principe qu'il est censé être bénin. Et si on est au moins aussi bon que les praticiens, on peut peut-être envisager de rentrer dans une étude clinique, mais sinon, il faut revenir sur les cycles antérieurs pour vérifier qu'il n'y a pas des erreurs, aussi bien dans les annotations d'images au début ou dans les paramètres de notre algorithme. Alors, je viens de vous parler de performance, mais justement, comment est-ce qu'on évalue les performances de l'IA? En tout cas, dans notre cas, on a deux métriques importantes. La sensibilité, qui consiste à minimiser le risque de rater des nodules malins. Alors là, je vous ai donné un petit exemple pour vous expliquer ce que c'est, ce genre de faux négatif, c'est de dire à une femme visiblement enceinte qu'elle n'est pas enceinte. Et puis, la spécificité qui consiste à éviter de rappeler des patients qui n'ont pas le cancer pour des examens invasifs inutiles. En général, on a un peu plus de tolérance sur les faux positifs parce que, bien sûr, le principe de précaution, c'est d'éviter de rappeler, c'est justement d'éviter de rater des cancers. Alors, plus concrètement, voilà les résultats de l'Einstein. Le principe, c'est de prendre les nodules d'un patient répertorié dans l'étude clinique. L'année du diagnostic, le but, c'est de voir si au moins un des nodules était considéré comme malin. Si c'était le cas, on a voulu fixer un seuil dans notre algorithme pour nous forcer à avoir au moins autant de nodules malins, considérés comme malins, que ce que les radiologues avaient donné. Et c'était 100% évidemment l'année du diagnostic. Et à partir de ce seuil, on a appliqué ça aussi pour les nodules bénins. Et on avait 82% de nodules bénins considérés comme bénins, contre seulement 58% chez les radiologues. Donc, en théorie, si on avait appliqué l'IA, on aurait pu éviter la moitié des biopsies. Mais encore une fois, ce n'est que de la science-fiction. C'est seulement rétrospectivement parlant qu'on peut vous dire ça, mais concrètement, dans la vraie vie, c'est le médecin qui aura le dernier mot et qui, en fonction de son expertise, pourra dire si oui ou non cela fait. Ces résultats ont été présentés lors d'un congrès européen de radiologie, ECR 2020. Mais il y avait aussi un autre enjeu, c'était est-ce que les nodules malins visibles un an avant étaient potentiellement caractérisés comme malins par notre algorithme. Les radiologues de cette étude avaient identifié 70% des nodules malins un an avant comme étant possiblement malins, même si la biopsie a indiqué le contraire à ce moment-là. Nous, on a levé 76% des cas comme étant malins. Et concernant les bénins, on a toujours gardé un grand taux de spécificité de 80% contre 25% pour les radiologues de cette étude. Et donc, du coup, ce projet va pouvoir continuer à se développer grâce à différents financements, comme on l'a annoncé en introduction, des financements grâce à des appels à projets faits par AstraZeneca, Cancéropole, l'Université Côte d'Azur et le département 06. J'en profite donc pour les remercier de la confiance qu'ils portent à ce projet. Et cela m'amène à vous parler de ce cercle virtueux de comment on fait pour qu'un projet puisse fonctionner et s'intégrer dans un écosystème. Évidemment, au début, on doit avoir accès à un certain nombre de données pour pouvoir faire un prototype, qu'il soit convaincant et qu'il s'inscrive dans une dynamique potentiellement politique et sociale, comme la santé du numérique, la santé numérique, pardon, le dépistage du poumon. Et si on a convaincu le jury, on récupère des financements qui nous permet bien sûr d'obtenir une infrastructure, des machines de calcul qui se chiffrent à plusieurs dizaines de milliers d'euros, performantes pour pouvoir produire de nouveaux algorithmes et surtout recruter une équipe compétente qui pourra pousser un peu plus loin ce prototype et ainsi de suite. Mais voilà, je souhaite aussi vous rappeler que si on évalue une IA avec des métriques,
il ne faut pas oublier que seuls les radiologues sont capables de donner un sens à ces chiffres et de replacer le patient au cœur de la médecine. L'IA peut aider à soigner, mais c'est l'humain qui prend soin. Et cela va m'amener donc à aborder les enjeux qui se cachent derrière l'IA en santé. Ce n'est pas qu'un problème scientifique, il y a aussi des problèmes éthiques, philosophiques, politiques et sociaux, comme les autres intervenants ont pu déjà mentionner. Il faut prendre conscience que l'IA ne fait pas des miracles. On n'est pas en train d'enlever des nodules sur des scanners grâce à Photoshop. Aujourd'hui, surtout avec les algorithmes qu'on dit de deep learning, d'apprentissage profond, on a besoin de beaucoup de données. Il y a une capacité de calcul phénoménale, mais c'est un peu un effet de boîte noire. On a des performances extraordinaires qui peuvent battre les expériences humaines, mais on a encore des difficultés à expliquer pourquoi ces algorithmes sont si bons. C'est pour ça qu'il est important d'expliquer les résultats en termes explicables pour les médecins et d'utiliser donc des termes comparables. Et puis, autre point, l'IA n'invente rien. Si l'information n'est pas dans les données, on ne peut pas l'inventer. Si par exemple, dans mes nodules, je n'avais dans l'entraînement que des nodules de plus de 1 cm pour savoir s'ils étaient plutôt malins ou bénins, ça veut dire que si maintenant je vous présente un nodule de moins de 1 cm, le résultat, ce sera purement de l'aléatoire, ce sera du 50-50. Peut-être qu'il aura donné les bons résultats, mais peut-être que ce sera un coup de chance. Et donc, comment réussir à faire passer ce message? Eh bien, grâce à des modules à l'université, comme ça se fait déjà à l'Université Côte d'Azur avec le CHU de Nice, grâce au professeur Imbert. Mais ça peut se faire également au travers de podcasts de vulgarisation, donc comme celui de Janine avec une amie sur Horizon-IA. Et d'ailleurs, pour info, la saison actuelle porte justement sur les questions d'IA en santé. Et pourquoi c'est important de se tenir informé des progrès d'IA? C'est parce que c'est quand même le reflet de l'évolution de la société et de la médecine. Parce que en médecine, tout au long des années, les machines d'acquisition des images vont progresser et donc la résolution des images sera différente. L'IA devra avoir de nouvelles images pour pouvoir rester à la page. Il y a aussi l'évolution des méthodes de médecine. Par exemple, l'introduction du filtre dans la cigarette a amené une absorption de la fumée d'une autre manière, ce qui fait qu'il y a eu un changement en fait des profils de cancer du poumon sur le long terme, ce qui a amené les radiologues à reconsidérer leurs critères d'évaluation. Donc, c'est pareil pour nous. Régulièrement, on doit se mettre à jour, vérifier avec les praticiens qu'il n'y a pas de nouvelles données, de nouveaux critères de sélection. Et surtout, on doit se battre contre deux penchants un peu extrêmes. C'est d'un côté les médecins qui pensent qu'ils vont être remplacés par l'IA et que du coup, par crainte, n'osent pas collaborer avec nous, ou d'un autre côté, ceux qui pensent que l'IA va complètement les supplanter. Et pour eux, ils vont fermer les yeux sur les résultats en disant « mais oui, c'est tout à fait ça, je n'ai même plus besoin de donner mon avis ». C'est faux. L'idée, c'est de garder la responsabilité du médecin derrière la machine. Et puis, aussi, reflet de la société. Comme je vous ai dit, l'enjeu du dépistage, c'est un peu un enjeu politique, un enjeu social. Est-ce que oui ou non, on va rentrer dans un dépistage systématique? Mais c'est aussi par rapport aux patients qui ont de plus en plus accès à des nouvelles technologies qui permettent de monitorer leur santé, comme l'Apple Watch, mais qui n'ont pas forcément conscience de toutes les thématiques qui relèvent des protections des données personnelles, qui relèvent de l'éthique. Et il est donc important de noter lors de différents débats. Et donc, il y a quelques messages qu'il faut garder en tête. C'est qu'avant tout, il faut une collaboration forte entre les médecins et les data scientists, que l'IA n'est qu'un outil au service des radiologues et des patients, et tout ça dans le but de pouvoir favoriser un dépistage de qualité et efficace, de manière à augmenter le taux de survie de cette maladie et que ça devienne un peu plus de l'ordre d'une maladie chronique. Enfin, il faut l'espérer que sur le long terme, on puisse se dire « j'ai un cancer, c'est pas si grave, je vais avoir un traitement adéquat, l'immunothérapie et j'ai un taux de survie quand même assez élevé pour pouvoir bénéficier de la vie ». Voilà donc ma conclusion à la conquête du cancer du poumon. Merci beaucoup. Merci Stéphanie. Alors effectivement, le temps a passé. On va quand même peut-être prendre une question ou deux. Est-ce qu'il y a sur le net une question? Il y en a pas. Il avait une question? Oui, je voulais juste rebondir sur ce que mon collègue a dit à propos de ces jeunes enfants tout à l'heure. Parce que j'ai été très intéressé par ce que vous avez présenté concernant, entre guillemets, la santé mentale.
et les troubles d'apprentissage des enfants, de la dyslexie, etc. C'est passionnant, c'est tout à fait vrai, mais bon, moi, j'ai été médecin pendant 42 ans. Je ne peux pas le gérer, ça. C'est au système scolaire de changer. De fond en comble. Et tant qu'on ne le fera pas, ça n'ira pas. Et il faut voir les études européennes, ce qui se passe en Finlande, dans les pays du Nord, la façon dont on prend les enfants en charge de façon un peu spécifique, en les valorisant quand ils sont différents, etc. Ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous. Et alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des dyslexiques, je ne dis pas qu'il n'y a pas des enfants qui ont des troubles dyspraxiques, etc. Mais il se trouve que dans notre exercice de généraliste ces 15 dernières années, on a eu de plus en plus d'enfants chez l'orthophoniste qui arrivaient au cabinet à l'âge de 4 ans, hein, avec des parents qui disaient « Oh, écoutez, voilà, l'enseignante nous a dit qu'il fallait absolument faire de la rééducation. » Bon, etc. Alors après, les bilans tels que vous pouvez les faire sont magnifiques, mais derrière, les orthophonistes, premier rendez-vous à 3 mois, hein, il n'y a personne. Et vous êtes gentil. Et encore, je suis sympa, oui, parce qu'on n'est pas dans un désert médical ici. Donc, c'est le problème de l'école. C'est à l'école qu'il faut que... Je ne dirais pas que c'est le problème de l'école, c'est le problème de la société. Oui, non, mais on est d'accord. Mais effectivement, c'est un trouble. La santé mentale en général, et surtout en France. J'ai eu la chance, ou la malchance, en tout cas, j'ai fait toutes mes études et ma recherche aux États-Unis. Quand je suis revenue en France pour faire ma recherche en France sur les troubles du neurodéveloppement, il y a une méconnaissance de la santé mentale en général et des troubles du neurodéveloppement depuis l'école jusqu'aux médecins et les gens en général. Donc, il y a toute une éducation à faire. Il y a une démocratisation qui passe aussi par l'éducation. C'est pas que l'école, surtout l'éducation nationale, avant de la changer, ces enfants sont en souffrance, ces familles sont en souffrance. C'est à la société de changer, de l'école, les médecins, et nous, ce qu'on essaye de faire en recherche, c'est de trouver aussi des moyens, dans une société très cartésienne qu'est la société française, et européenne en tout cas, d'essayer de trouver des moyens moins subjectifs pour aller plus vite. Donc effectivement, utiliser le NORIC comme un moyen d'accessibilité, de vous, généralistes, qui souvent être en première ligne, ou les enseignants, d'avoir quelque chose de plus cartésien qui permette d'adresser le problème. On ne pose pas le diagnostic, mais d'adresser ce problème-là. Ça ne veut pas dire que tous ces enfants sont TDAH ou sont autistiques ou ont des problèmes de dyslexie. C'est qu'ils sont en dehors de cette fameuse norme. C'est bien, il n'y a pas de bien, pas bien. Ils sont comme ça. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les laisse dans la souffrance ou est-ce qu'on essaie de... Quelle est la norme, en plus? Alors, voilà. La norme, c'est mathématique. Oui. Mais en tout cas, est-ce qu'être différent est une anomalie? Voilà. Et si vous voulez nous... La normalité, il y a l'anomalie. Est-ce que tu dois traiter comme une anomalie et une maladie ou comme juste être différent? Non, mais on est d'accord. Mais il y a tout un débat sociétal aussi. En revanche, quand on les diagnostique ou quand on se rend compte qu'il y a un problème et qu'on recontacte l'éducation nationale, il n'y a pas de retour. C'est 24 mois pour avoir ce qu'on appelle un PAP, c'est-à-dire quand on a un enfant avec des troubles du neurodéveloppement. Et c'est très mal vu. Et c'est très mal vu que le médecin intervienne... et disent, vous savez, quand même, là, il y a un problème, ou essayez de faire quelque chose. Je vais vous raconter juste 2 minutes. Ça, on va dire comme ça. Je vous raconte une histoire, 2 minutes. J'avais un petit patient qui venait, la maman venait le soir avec ses 2 enfants, après le boulot, et c'était la fille qui était malade, et lui, qui avait 7 ans, était là. Il était agité, c'était infernal. Moi, j'ai l'habitude, ça ne me gênait pas. Et puis, la maman me dit, oh, il est toujours comme ça, à l'école, on le met au fond de la classe, etc. Bon, etc. Et puis, un soir, il me regarde, il me dit, oh, tu peux me donner une feuille pour que je dessine? Je lui donne sa feuille. Et il dessine Charlie Chaplin. Écoutez, on avait l'impression de voir les temps modernes. Et j'ai dit à sa maman, mais il dessine. Il me dit, oh, oui, à la maison, de toute façon, il fait que ça, on ne peut pas lui parler, lui, il dessine, etc. Alors j'ai dit, écoutez, mercredi, à Villeneuve-Loubet, emmenez-le aux activités et inscrivez-le à l'école de dessin, etc. Il aime ça. On m'a dit, ah, non, mais j'ai demandé, c'est pas possible. On peut l'emmener au foot, mais pas au dessin.
Voilà. Et tout est... Non, mais on tout le système est comme ça. C'est passionnant, effectivement. Il y avait quand même quelque chose de très important dans le message de Vanessa, c'est qu'il y a une partie du diagnostic qui vient de questionnaires qui doivent être validés dans chaque pays. Et la question que je me pose finalement là-dedans, c'est que quelque part, à partir d'un comportement sur des capteurs qui n'ont de validité que le capteur lui-même, eh bien, on va pouvoir peut-être avoir des cohortes beaucoup plus importantes d'enfants. Que ce soit des enfants qui sont à l'étranger, dans un autre pays, en fait, on ne passe plus par le filtre de notre propre, entre guillemets, approche déterministe. C'est-à-dire que, tout à l'heure, on a parlé de validation des scores. Eh bien, ces scores-là, on le sait, dans la santé mentale, doivent être validés pour tenir compte, effectivement, des comportements, de la culture, de la compréhension des termes, etc. Là, on va pouvoir peut-être avoir quelque chose, alors, agnostique, quelque part, complètement, et qui va peut-être nous faire découvrir d'autres choses. Parce que ce qui est important, et je rebondis sur ce que vous avez dit, c'est que nos conduites de mise en œuvre, elles sont que déterministes. Et en particulier, elles ne sont que guidées par ce que le juriste a, entre guillemets, entrevu ou pas pour la santé de nos enfants. Je crois que c'est aussi ça qui est important comme message. Je remercie beaucoup Stéphanie de nous avoir donné une approche extrêmement pédagogique et très large de tout ce qu'elle a entre guillemets conçu et ce qu'elle est en train de réaliser, alors que ce soit le cancer du poumon, mais il y a effectivement d'autres approches. Et peut-être que s'il y a encore une question, oui. Ouais, Pascal, s'il te plaît. Justement, c'est sur le même sujet, et j'aurais aimé poser une question à Vanessa. Alors, je suis assez d'accord sur le constat en termes de prise en charge. Donc, on a compris qu'il y a des solutions basées sur l'intelligence artificielle pour aider au diagnostic. Mais est-ce qu'à votre connaissance, il y a des solutions à base d'intelligence artificielle pour aider à un meilleur apprentissage? C'est-à-dire, quand vous avez diagnostiqué une dyslexie, est-ce qu'aujourd'hui on réfléchit aussi à des outils qui permettent à ces jeunes patients qui sont atteints de ces 10 de pouvoir justement faciliter leur apprentissage de manière un peu autonome quelque part, puisqu'on voit effectivement que c'est un peu compliqué dans un cursus scolaire classique encore aujourd'hui de les prendre en charge? Alors, oui. Et de la part du domaine de la médecine clinique et de la part de l'éducation nationale, où effectivement il y a des logiciels, des jeux, et puis d'autres, alors là j'ai pas tout en tête, mais surtout effectivement je me suis intéressée surtout sur tout ce qui est thérapie digitale, mais effectivement il y a des outils qui existent pour aider à la remédiation, à comprendre différemment, à aider un enfant qui est dyslexique à évoluer dans un milieu scolaire différemment. Donc, il y a des outils qui arrivent. Il y en a encore très peu qui sont cliniquement validés. C'est là où je voulais pointer aussi une vigilance, c'est qu'il y a plein d'outils. Combien sont validés cliniquement? Il n'y en a pas tant que ça. Donc, et valider cliniquement, c'est pour les équipes de recherche comme pour une start-up, c'est très coûteux. Faire un essai clinique, ça c'est en millions d'euros, pas en centaines de milliers d'euros. Même si on utilise de l'IA, c'est très réglementé par rapport au reste de l'Europe aussi. Et donc c'est toutes ces problématiques-là qu'il faut aussi aborder. C'est que la qualité, ça se paye entre guillemets, mais il y a des solutions qui sont là, qui sont au niveau européen et qui vont aider le praticien à prendre sa décision dans le diagnostic, mais ajouter de la pertinence dans le traitement. Je voudrais vraiment remercier Pascal Staccini et son équipe et tous ceux qui sont intervenus parce qu'on a bien compris qu'on a besoin de l'intelligence artificielle. Beaucoup de gens ont peur de l'intelligence artificielle, mais vous avez vu qu'ils l'ont fait comprendre aujourd'hui, encore une fois, que l'intelligence artificielle est là pour aider. Et j'ai vu quelque chose qui m'a vraiment frappé quand on disait c'est l'intelligence artificielle unie à l'intelligence humaine qui pourrait faire avancer les choses. Et c'est vraiment ça que nous on cherche de faire comprendre. L'intelligence artificielle n'est pas là pour être contre. Il faut qu'elle soit
à côté du professeur, qu'il soit à côté des radiologues, qu'il soit à côté du psychologue, qu'il soit à côté de la recherche de laquelle on attend vraiment beaucoup de choses, parce que ce que vous nous avez montré ce soir, moi je dirais qu'il doit être fier d'être dans un département où on a ce niveau de recherche. Nous, on parle toujours Côte d'Azur, et on cherche de dire, mais ce n'est pas seulement Côte d'Azur, c'est Côte d'Azur, terre d'intelligence artificielle. Vous nous avez fait la preuve, on vous remercie, et je remercie aussi la Maison de l'intelligence artificielle qui nous a donné la possibilité de faire cette conférence, et on vous dit à la prochaine, qui sera le 22 mars, encore sous des thèmes qui vont nous montrer comme l'intelligence artificielle est là pour nous aider. Merci et bonne soirée à tout le monde. Je veux dire, voilà, l'intelligence artificielle avec le Covid, c'était... Merci. Panucci, il me dit quelque chose en italien, toscano. Et si vous lui dites ça, il va pas être content, il est corse. Mais oui, ouais, non, c'est Naples. Ouais. En Toscane. Lui, c'est Naples. À côté de Florence, ouais. à Pistoia, il y a Panucci, fleurs. Merci. Et coucou, ça va? Je comprends bien leur intérêt à l'utilisation pour, par exemple, améliorer j'aurais dû mettre de la poudre. Mais comment est-ce que dans la vie biologique, on peut récolter un phénotype végétal? C'est-à-dire que dans le cadre de la bien été habillée comme toi plutôt. C'était plus bien pas. Comment est-ce qu'on peut utiliser des phénotypes végétaux pour quelqu'un qui vient de sa première consultation chez un médecin? Aujourd'hui, c'est pas possible parce que c'est pas autorisé, tout simplement. Il n'y a pas d'études cliniques.